Le vilain petit canard qui flottait là déploya ses ailes. Qu'elles étaient grandes et puissantes, ces ailes! Elles le soulevèrent et l'emportèrent très haut, au-dessus de la terre. De là-haut, il voyait les vergers en robes blanches, les fermiers qui labouraient, les petits de tous les animaux de la nature qui éclosaient, culbutaient, bourdonnaient, nageaient. Et, sur l'étang, glissaient 3 cygnes. Ces mêmes créatures magnifiques qu'il avait vues l'automne précédent, lui laissant une douleur au cœur. Quelque chose le poussait vers eux. Et s'ils font mine de m'accueillir, puis s'envolent en riant au moment où je vais les rejoindre ? Se demanda le petit canard. Mais il descendit d'un vol glissant et se posa sur l'étang, le cœur battant. Dès qu'ils le virent, les cygnes nagèrent à sa rencontre. Cette fois, c'est la fin, pensa le petit canard. Mais si je dois mourir, que ce soit sous les coups de ces merveilleuses créatures plutôt que par des chasseurs, des femmes de fermiers ou la dureté de l'hiver. Et il courba la tête dans l'attente des coups. Or, voilà que l'image reflétée par l'eau était celle d'un cygne à la superbe parure, plumage de neige, œil sombre et tout. Au début, le vilain petit canard ne se reconnut pas, car il ressemblait aux magnifiques étrangers, ceux qu'il avait admirés de loin. Il se révéla qu'il était bien l'un des leurs. Son œuf avait roulé accidentellement au milieu d'une famille de canards. Il était un cygne majestueux. Pour la première fois de sa vie, les siens l'approchaient, le touchaient gentiment, affectueusement du bout de leurs ailes. Ils lissaient ses plumes avec leur bec et nageaient autour de lui en signe de bienvenue. Les enfants, qui venaient donner du pain à manger aux cygnes, s'exclamèrent « Il y en a un nouveau !» Et, comme tous les enfants du monde, ils allèrent le raconter partout. Je nous invite à respirer ensemble. Respirer les mots de cet extrait qui vient d'être conté, de l'histoire d'Andersen, avec les mots de Clarissa Pinkola Estés. Pas seulement les mots, respirer cette danse. Cet envol.
du canard, du petit canard et du cygne. Et je souhaite nous partager cette tendresse infinie que je ressens pour ce petit canard. Pour tous nos petits canards. Et cette figure, cet archétype, évidemment, n'est pas personnel, comme l'archétype du cygne. Et on pourrait dire que il renvoie à plein d'autres archétypes. Il y a plein d'images qui peuvent émerger. Peut-être que quand les mots ont été lus pour toi, il y a plein de... ça a ramifié vers des souvenirs, vers plein d'images. En tout cas, pour ma part, ce conte m'a beaucoup accompagnée. Et il continue de m'accompagner. Et j'ai une grande gratitude pour les contes en général, pour cette médecine du conte, on pourrait dire. Et pour ce canard. D'ailleurs, dans mon quotidien, les canards m'accompagnent beaucoup. Et j'apprécie particulièrement leur rire, qui est souvent, a souvent une fonction de dédramatisation. Donc les autres archétypes, à quel archétype le petit canard renvoie, peut renvoyer, ça peut être celui de l'enfant, du monstre, de l'exilé, de l'outsider, du blessé, du maudit, du bizarre, du pas conforme, pas civilisé, sauvage, incohérent, chaotique, différent, dissemblable. Et plus concrètement, ça peut renvoyer au trauma. Et il se trouve que récemment, je suis retombée sur un livre de Boris Cyrulnik qui s'appelle Les vilains petits canards, dans lequel il évoque le trauma et dans lequel il évoque Freud. Et donc là, évidemment, on est dans l'histoire de l'histoire de l'histoire. Donc le vilain petit canard, c'est Kiki aussi. Donc on est dans la story de Kiki traumatisé. Et il explique en fait que Freud dit que pour qu'il y ait trauma, il faut qu'il y ait 2 impacts. En fait, comme 2 impacts au même endroit, quoi. C'est-à-dire que, en gros, lui dit qu'il faut frapper 2 fois. Donc la blessure, il va y avoir une première blessure, donc qui peut être de tout type, humiliation, trahison, abandon, rejet. Et en fin de compte, par-dessus la blessure, il va y avoir la signification que cette blessure va prendre pour Kiki et surtout au sein de son entourage. En gros, il y a la blessure, ça c'est le premier impact, et puis
il y a le fait, par exemple, que la blessure ne puisse pas être partagée, qu'il y ait une honte liée à cette blessure, un rejet, par exemple, de la part de l'entourage de Kiki ou de Kiki lui-même. Et là, c'est là qu'il y a le deuxième impact. Et c'est cela qui, d'après Sigmund, crée le trauma. Ce qui est évoqué aussi, c'est la résilience. Donc, c'est que cette fameuse fêlure, eh bien, c'est grâce à elle, finalement, que la lumière que nous sommes peut se révéler. Et que finalement, le signe, il se dévoile à partir de cette fêlure. Donc le signe, après, c'est pareil, ça peut renvoyer à tout un tas d'archétypes, comme ça peut être associé à cette part, enfin à la lumière que nous sommes, ça peut être associé à la compassion, à l'amour que nous sommes, à la force, à l'ouverture, à l'envergure, à la créativité. Mais en fait, il y a déjà pas de séparation entre le vilain petit canard et le cygne. Entre ces deux archétypes qui sont de toute façon uniquement des apparences et qui n'apparaissent à personne. Et la résilience, elle évoque une métamorphose. Elle évoque un passage, elle évoque un devenir, une évolution. On passe du canard au cygne. Et effectivement, dans le jeu de la dualité, il y a cette impression de transmutation, d'alchimisation qui apparaît. Mais cette mue, elle est fictive puisque tout est déjà résilié et rien ne peut être résilié. Le haut est déjà le bas est déjà le haut. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. La chute est résurrection, le fracas est bénédiction. Et dans l'histoire apparente, il n'y a pas de possibilité de pouvoir figer l'apparente résilience. Parce qu'il peut y avoir cette tentation, en fait, de suridéaliser le fait d'être résilié. Mais même s'il a été vu qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne, eh ben, le petit canard, il peut réapparaître. Et il réapparaît. Et parfois de façon super aiguë. Et avec tout son lot de résistance. Accompagné de toute la honte. Que j'appellerais la honte primordiale. Je sais pas, mais c'est vachement chouette. Et la paix que nous sommes, elle permet en fait à cette exploration de se renouveler, cette exploration canardesque de se renouveler presque quotidiennement.
si on remonte dans l'exploration les couches de honte, donc s'il y a une disponibilité en fait à laisser cette honte s'expanser, il est possible qu'on atterrisse, alors je mets des guillemets au on, hein, bien sûr, à la honte primordiale, à la honte racine, à la honte originelle, qui serait, c'est toujours une histoire bien sûr, c'est toujours du conte, qui serait la honte d'être, la honte d'exister. Et cette honte primordiale, originelle, elle est explorée par l'amour, le mystère, la compassion que nous sommes. C'est l'amour qui jongle avec ces fragments mythiques de l'histoire de Kiki, jusqu'à à toucher un endroit où cette honte s'explore, mais même sans histoire, quoi, en fait. Dans un vertige. Et pour Vera Kiki, cette honte primordiale, depuis l'enfance, elle s'explore avec une apparente récurrence. Et avec plus ou moins d'intensité suivant les cycles. Et elle prend notamment appui sur l'autisme, qui est le premier impact, le déni ou l'ignorance de l'autisme, qui est le deuxième impact, et un contexte environnemental global de rejet qui vient résonner avec cet apparent autisme. Et cette honte originelle, elle est universelle. Elle est impersonnelle et elle vient miroiter, enfin elle miroite pour tous les kikis dans l'aventure de ce qu'ils appellent ma vie. Et elle constitue, en fait, tout ça, ça constitue une broderie, ça constitue un camailleux dans lequel tous les fragments de vie sont intégrés, sont respirés, sont digérés, sont louangés, sont honorés. Donc dans l'apparence, pour chaque kiki, il y a une alliance du, on pourrait dire, miraculeux petit canard et du cygne. Et comme je le disais précédemment, cette alliance, elle n'est pas définitive. C'est à chaque instant que la totalité des fragments sont réépousés. Et c'est ça qui constitue le terreau créatif qui fait que chaque kiki est unique. Chaque kiki est un canard cygne unique.
Et c'est là qu'est la magie. Parce que même s'il y a des épisodes de dégoût, de dépression, de morbidité qui sont revisités, ils font partie de cette apparente traversée marécageuse, miraculeuse. Et je voudrais revenir sur l'idéalisation du cygne, notamment dans la spiritualité. Dire que souvent, la spiritualité met le focus uniquement sur le signe de l'amour, sur la lumière de l'amour, voilà. Et que par ailleurs, dans la non-dualité, il va, étant donné qu'il va être considéré qu'il n'y a ni cygne ni petit canard. Ok. Et il me semble important que pour cet apparent instrument nommé Kiki, ce délicieux instrument, qu'il y ait vraiment une prise en compte de ce petit canard. Qu'il y ait une attention. Voilà, tu vois. Ça, c'est un signe du petit canard. Wouh, wouh, on décolle là. Ouais. Ouais, voilà quoi. De chérir ce petit canard, ce petit caneton. Le fait qu'il y ait cette prise en compte du petit canard, ça va permettre à Kiki d'être authentique par rapport à sa vulnérabilité, même si c'est pas sa vulnérabilité, même si c'est pas son petit canard, même si c'est pas son histoire, ni son authenticité, même si rien de tout ça n'est personnel. Cette authenticité entre soi, entre guillemets, et soi, entre guillemets, elle peut être offerte à l'apparente relation avec l'apparent autre. Et cet autre, ça peut être un ami, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être un parent, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un enfant. N'importe quel être vivant. C'est-à-dire que si chez l'un des deux apparents Kiki, il n'y ait qu'une exploration du signe, donc que de cette partie, on pourrait dire, lumineuse, créative, ouais, solaire quoi, et majestueuse. Et que l'autre apparent Kiki est dans une exploration consciente des 2 archétypes, enfin, au moins des 2 parce qu'il y en a des milliers des archétypes, mais c'est ceux-là sur lesquels on met le focus aujourd'hui. Donc à la fois de cette partie, vulnérable, chaotique, monstrueuse, un peu branque, différente, et de cette autre partie, du signe. Donc il y aura un déséquilibre, en fait.
C'est-à-dire que la relation, elle va pas forcément s'arrêter entre ces 2 kikis, mais elle restera à la surface. Et par exemple, dans l'histoire de Vera, si je prends l'exemple de mon premier chéri, que j'ai déjà évoqué maintes fois, eh bien, Vera ne pouvait pas, au sein de cette relation, explorer en profondeur les zones marécageuses. Malgré le fait qu'il y avait énormément d'échanges avec ce chéri à tous les niveaux, il y a eu, à un moment donné, un appel. Donc c'est pas la seule raison du fait qu'il y ait eu séparation, mais une des raisons, mais un appel à plonger dans les ténèbres. Et cet appel, il est irrépressible. Et ce qui se vivait, donc je vais essayer de le mettre en mots, c'est que c'est comme si la relation venait, entre guillemets, interférer, bien sûr, c'est une façon de raconter l'histoire, avec cet appel, comme une protection, en fait. Jusqu'au moment où l'appel a été suffisamment puissant, et certainement aussi l'instrument Vera Kiki était prêt pour que cette plongée dans ce qui est souvent nommé la nuit obscure de l'âme, puisse se vivre, même s'il n'y a pas de début et pas de fin à cette nuit. Faut quand même le dire. Donc pour qu'il y ait une relation authentique et mature entre 2 apparents kiki, 2 apparentes personnes, on pourrait dire qu'il y a une nécessité d'une réciprocité dans la nudité, dans la transparence par rapport au vilain petit canard, donc à la vulnérabilité, et au cygne, qui pourrait être la partie plus résiliente, quoi. Et c'est cela que la relation permet. C'est ce miroir de toute la palette, de tous les contrastes. À poil. Si il y a pas ce dépouillement, la relation, elle va être assez limitée. Et bon, c'est le cas de beaucoup de relations. C'est ni bien ni mal. Enfin, je veux dire, toutes les relations n'ont pas à aller dans ce dépouillement, même si, je dirais que ici, il y a souvent cette apparente recherche, de ça aussi dans la relation. C'est pour ça que finalement, il y a beaucoup de temps aussi en solitude. Parce que la solitude aussi permet vraiment un dépouillement, hyper, privilégié, on pourrait dire. Mais en fin de compte, dans la relation, ça pourra pas être forcé, ça. Cette maturité, cette offrande, cette authenticité ne pourra pas être forcée. Ça demande que chacun fasse le chemin. Et puis l'autre, il peut avoir l'impression qu'il est dans cette transparence. Sauf que, en miroir, c'est toujours un miroir, ce fameux autre, ça peut ne pas sembler résonner au même niveau de profondeur. Bon, dans tous les cas, ça nous ramène à voir ok, il y a des zones aveugles qui semblent apparaître chez l'autre. Alors, où est-ce qu'elles semblent se refléter chez moi? Bien sûr, c'est tout ça, c'est du jeu, c'est si
il y a un élan que ça s'explore comme ça, c'est pas sérieux. Quand ça semble se dénuder au même niveau, et là j'utilise vraiment des termes pédagogiques parce que évidemment ça n'a aucune consistance, hein. Il n'y a pas de niveau, puis il n'y a pas de dénudement, mais ça va nourrir le lien dans la confiance. Parce que il n'y en aura pas un qui dévoile son monstre, ses failles, ses fêlures, et puis l'autre qui fait genre bah non mais moi c'est bon, je suis arrivé, j'ai compris la vie, quoi. Il y a une synergie, il y a une co-harmonisation, il y a une hybridation qui se vit grâce, en fait, à nos fêlures. Donc, à travers ce podcast, ce qui est partagé, c'est vraiment un hommage, une louange à notre authenticité, à notre apparente résilience, à notre créativité, à notre poésie bizarre, à notre compassion et à tous nos échos, tous nos reflets de toutes ces lueurs, de toutes ces couleurs de ce souffle infini d'amour, de moi à toi, de toi à moi, de moi à nous, de nous à toi, de nous à nous. Nounou. Le cœur appelle, le cœur répond, le cœur n'a pas de distance. Il sait briller, il sait chanter, il sait